Bonjour chers amis internautes, merci de rester toujours fidèles à nos émissions. Aujourd'hui, nous parlons du plan de résistance. Nous entrons en plein dans le plan. Nous avons proposé des objectifs à atteindre dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, il est question du plan. Comment résister totalement? Alors, le plan mis sur pied, il faudrait que, amis téléspectateurs, chers internautes, que vous sachiez que désormais, tout le monde a sa partition, voilà, dans le jeu. Donc, pour résister totalement, il faudrait être unis. Et pour être unis, il faudrait que chacun apporte sa participation. Comment le faire? Il suffit de suivre le lien dans la description de cette émission, voilà. Nous allons la poster sur YouTube et vous aurez certainement la description. Non, pas la description, je veux dire le lien. Voilà, les liens Facebook et les liens Telegram pour rejoindre la grande famille Asra. Alors, le Bombok m'a déjà rejoint sur ce plateau pour que, ensemble, nous combattons, nous résistons face au fléau. Bonjour Bombok. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le plan de résistance, ce matin, nous parlons bien évidemment de toutes ces personnes cooptées. Déjà, il faudrait savoir quelles sont les conditions d'adhésion d'Asra. Là déjà, la première fois, nous avons parlé de l'appel à la résistance. On a appelé les uns et les autres, donc on a mis chacun sur orbite pour qu'on essaie d'arriver à comprendre. D'abord, on éveille la conscience d'abord sur la nécessité de résister. Résister face à l'oppression, résister face à l'impérialisme, résister face à la colonisation qui se transpose dans le temps et l'espace et résister face au complot international qui aujourd'hui est mu par le coronavirus que nous voyons. En fait, le peuple qui est le plus visé, c'est le peuple noir. Il ne faut pas se cacher de le dire. Maintenant, donc, l'appel à la résistance, c'est de trouver les voies et les moyens sur le plan de la conscience, de pouvoir prendre maintenant conscience que, voilà, nous sommes une race qui est en voie de disparition et d'extinction. Bon, maintenant, c'est le plan de résistance, c'est-à-dire que l'outil d'intégration, l'outil de combat, l'outil d'opposition, l'outil de contre-faction et l'outil de veille de la conscience et l'outil maintenant de la résistance, c'est de ça qu'il est question. Alors, c'est pourquoi depuis 30 ans, j'ai commencé à faire des recherches qui ont atteint le pic en 2014 quand j'ai créé Asra. Asra est donc cet outil de défense de soi, outil d'intégration d'abord au niveau de la conscience, outil de combat, outil de résistance. Et attention, la résistance ici, elle n'est pas violente parce que vous ne pourrez pas vous violenter avec les autres qui sont beaucoup plus puissants que vous. Parce qu'il est dit que seule la force matérielle combat la force matérielle. Or, vous n'avez pas la force matérielle. Donc, ne vous opposez pas à cette puissance impérialistique avec les armes. Vous n'y arriverez jamais. Et puis, ne touchez pas leurs symboles comme la religion, comme les églises, comme les mosquées. Non, vous ne pourrez pas. Ne les touchez pas. N'allez même pas faire des guerres ou bien des guerres avec ces gens. Non. Résistez simplement à la puissance de votre spiritualité. Parce que le jour où l'Afrique tout entière rentrera dans la compassion de sa spiritualité, dans l'éveil des consciences noires sur la nécessité d'adopter leur spiritualité propre, qui est leur identité remarquable et propre, l'Afrique se réveillera tout entièrement et puis elle pourra donc atteindre sa liberté. Oui, et pour que l'Afrique atteigne sa liberté, il faudrait bien que les consciences soient libérées. Donc, il y a lieu de penser pour parler de pansement de la conscience des Africains. Bien entendu, c'est pour ça que nous avons mis sur pied cet instrument, donc ASRA, l'Académie des sciences et spirituelles pour la renaissance négro-africaine, qui permet que sur le plan spirituel, parce que l'esprit est le seul enseigne d'un être humain qu'on ne peut pas dompter. On peut dompter la conscience, on peut dompter l'individu dans sa psychologie, on peut dompter même le mental, on peut dompter l'émotion, parce que l'Africain est très émotif, on peut dompter son corps, on peut le mettre en prison physiquement. Mais la conscience, elle est une institution et une instance qui est liée à l'esprit de l'individu contre lequel on ne peut rien. On ne peut pas embrigader l'esprit de quelqu'un sans que celui-ci ne puisse bouger. Si jamais dans sa conscience il est éveillé. Parce que quand l'éveil de la conscience est là, la spiritualité suit. Et la spiritualité est l'accès à l'immortalité. Or, quand vous accédez à l'immortalité, on ne peut rien contre vous sur le point de vue de votre propre personnalité intrinsèque. Sur le point de vue de votre corps physique, on peut vous embrigader, comme on le fait à l'église, par les savoirs aussi à l'école, par le système éducatif, on peut vous embrigader. Mais si votre conscience est éveillée, votre esprit est ouvert et libéré, votre esprit se développe, vous avez une surpuissance sur vous, vous atteignez des millénaires de forces spirituelles, des autres plans subliminaux qui vous permettent de pouvoir vaquer dans d'autres occupations, dans d'autres mondes qui vous permettront de mieux construire votre vie, de mieux constituer la survie dans le temps et l'espace et pourquoi pas
une bonne vue en élevant votre standing de vie au quotidien pour vos populations et pour vos autres. C'est ce que les autres ont fait. Toutes les guerres outre-mer, outre-tombe, que font les Occidentaux, c'est pour pouvoir garantir une vraie survie de leur propre race, également aussi pour élever le standing de vie de leur population. Nous aussi, on peut le faire. Alors nous aussi, on peut le faire à travers Asra. Il faut dire qu'il y a plusieurs cellules. Donc les cellules sont différentes à travers le monde. Mais il faut entrer en plan pour savoir comment l'enseignement se passe, comment la formation des disciples se passe. Non, on va d'abord voir les conditions d'adhésion. Parce que pour adhérer, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons lancé un certain nombre d'appels. Il y a d'abord l'appel des séminaires. Quand nous faisons un séminaire quelque part dans un pays, c'est une occasion de coopter. Parce qu'il se dégage toujours les vraies personnes par une forme de sélection naturelle. On ne choisit pas les gens au hasard. Les gens arrivent aux conférences, les gens arrivent au séminaire, les gens arrivent même la plupart du temps à contacter notre secrétariat benoît.biton@gmail.com. Ils envoient leurs demandes. Ou alors même via WhatsApp, ils envoient leur numéro de téléphone. On leur envoie la documentation d'adhésion. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour les conditions? Il faut déjà être investi d'un esprit critique. C'est très important. Vous n'avez pas un esprit critique, vous ne pourrez pas, parce que vous serez obnubilé par les croyances que vous avez reçues. Parce que si jamais vous êtes obnubilé par la croyance, par exemple, chrétienne, et que l'on vous parle d'autres choses qui ne concernent pas la zone de votre couverture de l'enseignement religieux que vous avez reçu, eh bien, vous allez dire que mais c'est de l'apostasie qu'on vous raconte. Et vous allez dire qu'on est contre Jésus, vous allez dire qu'on est antéchrist, vous allez dire que justement on est des personnes qui sont véritablement dopées d'une force maléfique. Encore que quand vous êtes croyant, vous croyez que Dieu existe et le diable existe. Et quand vous dites que Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, vous voyez, vous n'aurez pas du tout une bonne, pleine mesure de suffisance dans l'application de ce qu'on pourrait vous dire. Donc il faut d'abord avoir un esprit critique. Maintenant, la deuxième phase, c'est quoi? C'est qu'on arrive à faire un test psychotechnique pour savoir si vous êtes fait pour ce chemin-là. Parce qu'en fait, quand vous avez un enseignement templier, l'enseignement templier, c'est que vous êtes un guerrier, mais un guerrier d'un autre genre, un guerrier de lumière. Or, la guerre templière vous permet de pouvoir constituer d'abord le socle, là où vous êtes, vous en tant que templier. Donc, entre templiers, vous êtes d'abord une masse critique. Vous êtes d'abord également aussi une valeur intrinsèque qui permet qu'avec votre orientation compacte et compactée, vous arrivez maintenant à créer un certain nombre d'automatismes qui vous permettent d'être ensemble, d'avoir une cohésion entre vous, intra-templiers, qui vous permet de pouvoir maintenant lutter ensemble pour le bonheur et la survie de toute une race. C'est très important. Donc, si vous êtes donc découvert comme étant un templier, là, on vous coopte. Voilà donc les effets de la cooptation, donc les conditions d'adhésion. Alors, sachant que nous avons des différentes cellules, comment vous faites pour les apprenants qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas, parce que le siège central de Asra est au Cameroun, mais il faut bien parler des travaux templiers, comment ça se passe, et sachant qu'ils sont dans des différents pays à travers le monde. Oui, avant déjà de parler donc comment ça se passe dans les cellules Asra, il faut d'abord voir un peu quel est le contenu de l'enseignement. C'est le plus important, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un outil d'intégration, un outil d'éveil de conscience et un outil de plateforme de résistance pour simplement l'avoir comme ça. Il faut avoir le contenu. Le contenu, c'est qu'il y a des rites. C'est pour ça que je parle de mystagogie. Mystagogie, c'est l'ensemble des rites et des cultes qui appartiennent et qui est propre à chaque culte, à chaque peuple. Vous savez, nous les négro-africains aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les cultes? Les cultes qu'on fait quoi? C'est les cultes musulmans, c'est les cultes, on va dire païens, c'est les cultes chrétiens, c'est les cultes bouddhistes, c'est les cultes des autres tribus, donc des cultes hindouistes. Il y a même des Africains qui se targuent d'être des maîtres hindouistes, des maîtres ceci, des maîtres cela. Non. La mystagogie est propre à chaque peuple. Donc le contenu, c'est ça. Donc le contenu est d'abord la mystagogie. Maintenant, un autre contenu, c'est quoi? C'est les supports. Il faut avoir les supports coercitifs et cohérents, qui sont cohérents au type de rites et de rituels que vous devrez faire. Et justement, toujours dans ces travaux templiers, vous devrez avoir aussi un certain nombre d'éléments qui vous permettent de pouvoir entrer en contact avec le cosmos. C'est ça qu'on appelle le sophragis. Le sophragis, c'est un élément intermédiaire entre le monde vivant, c'est-à-dire que le monde de vous et moi, et le monde invisible. Et c'est en cela que vous aurez donc l'accès à votre ancestralité. Parce que si vous n'avez donc pas un moyen médian qui vous permet d'entrer en contact avec votre ancestralité, eh bien justement, ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise de votre monde et votre milieu naturel cosmique dans lequel vous vivez. Vous ne pourrez donc pas changer, et puis maintenant, coopter maintenant un équilibre en vous-même et avoir maintenant une sensation qui vous permet de pouvoir entrer en contact avec les mondes subliminaux pour transformer votre environnement.
Et si on peut le rappeler, pourquoi pas mettre, quels sont les différents supports nécessaires pour le templier? D'abord, par exemple, il y a les robes rituelles. Il y a également aussi, par exemple, un certain nombre de cultes d'Onis, un certain nombre d'instruments qui concernent le culte d'Onis, parce que la base des mystères que nous avons, ce sont les mystères négro-africains. Maintenant, la lexicographie qu'il fallait trouver une espèce de cosmogonie, c'est-à-dire que de l'ensemble des forces spirituelles qui peuvent entrer en ligne de compte et en contact avec l'opérant et qui lui permet de pouvoir transiger dans un monde dans lequel il vit afin de pouvoir avoir sa survie, et également aussi la maîtrise de son monde, la maîtrise de son destin. C'est pour ça justement que dans la projection astrale que j'ai eue pendant plusieurs années, avant d'atteindre l'éveil et l'illumination spirituelle, je suis entré en contact avec un certain nombre d'éléments mystiques et un certain nombre d'entités spirituelles supravisibles, supra-invisibles. Ce sont ces entités supra-invisibles qu'on pourrait appeler dans une autre lexicographie plus chrétienne les anges. Mais il fallait entrer en contact avec les génies. Le génie donc le plus grand que moi j'ai contacté, c'était le génie Onis. Et ce génie Onis donc maintenant a permis, avec la connaissance que j'avais de lui et avec les contacts perpétuels que j'avais avec lui, m'a permis de pouvoir avoir un certain nombre d'éléments, des inventions mentalisées où je reçois les inspirations qui me permettent de pouvoir continuer dans l'œuvre de réalisation et d'invention et de création dans un monde comme celui-là. C'est-à-dire que le monde mystique et des mystères. Il fallait donc créer. C'est pour ça que, en fait, le culte d'Onis est le culte des mystères que nous devons avoir sur Asra. Alors, le culte d'Onis, maintenant parlons de la préparation. La préparation à la formation, non, d'abord les différentes méthodologies de formation, donc la spiritualité et bien d'autres encore. Oui, il y a la spiritualité. C'est un aspect qui est très important. L'aspect spiritualité est tellement important qu'il faut justement déjà comprendre ce qu'est la spiritualité. Comme je vous ai dit, la spiritualité est un moyen pour chaque peuple de pouvoir avoir accès déjà à ses forces environnementales et également aussi avoir aussi une forme de vie vers la déité, donc vers tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'instance suprême. Je ne dis pas l'instance supérieure, parce que l'instance supérieure, ça veut dire qu'il y a l'existence d'une entité qui est supérieure. Mais nous parlons d'une instance suprême, c'est-à-dire qu'une force motrice qui donne vie à toute chose. Cette force motrice qui donne vie à toute chose, c'est elle qu'on peut appeler Dieu. Mais pour faire mieux court et pour que ça soit beaucoup plus science, on parlait donc justement de l'énergie cosmique. Parce que Dieu est une dynamo qui donne vie et qui prête vie à tout ce qui est entoure. C'est-à-dire, par exemple, c'est l'extériorisation du Soleil. Le Soleil est l'extériorisation de ce Dieu, qui est donc le centre névralgique des énergies cosmiques, afin que le monde puisse exister. Parce que c'est autour de ce Soleil qu'il y a le système solaire. Alors, ce système solaire, justement, est l'émanation d'une force physique, astrophysique, spirituelle, consciente, mais qui est suprême, qui est donc l'élévation cosmique dans laquelle nous devons donc graver afin de pouvoir accéder. C'est pour ça que Dieu n'est pas au ciel. Dieu, on ne le vit pas dans la croyance. Dieu, on le vit dans le vécu. Donc Dieu est connaissance. C'est pour ça qu'il est mieux de connaître plutôt que de croire. Parce que si croire est bien, mais connaître est mieux. Or, si vous connaissez donc Dieu, mais vous vivez dans son sein, et vous vivez donc dans l'enceinte de Dieu. C'est ce que j'appelle la plupart du temps le centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. C'est dans ce centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, que nous basons notre spiritualité. Et nous gravitons autour afin de pouvoir en bénéficier non seulement les influences, mais les influences mystiques et des entités aussi qui sont tout autour, mais aussi afin de vivre aussi cette mystagogie au quotidien, donc vivre en Dieu, vivre avec Dieu, comme il est dit, heureux ceux qui vivent dans l'éternel. Donc on vit en Dieu, on vit avec Dieu, on s'exprime avec Dieu autour de Dieu, afin de pouvoir nous élever et vivre à ce retour-là, comme étant un événement mystique pour chaque individu et pour chaque peuple. C'est ça la spiritualité en fait. Vous faites bien de le dire que connaître Dieu est encore mieux parce que surtout que dans la croyance, il y a également le doute. L'autre l'autre méthodologie d'enseignement est le mysticisme. Oui, le mysticisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des forces que nous avons en nous. Il faut savoir que l'individu a des forces latentes qui sont intérieures et extérieures. Mais ça fait partie des puissances ou bien des pouvoirs intrinsèques de chaque peuple. C'est pour ça que chaque peuple a sa religion au quotidien. Par exemple, nous les Bassa du Cameroun, dans le Mbok Bassa, nous avons 5 grandes religions. Nous avons le Ndjangumba, nous avons le Oum, nous avons le Ngé, nous avons le Mbok et nous avons le Kor. Ce sont les 5 grandes religions qui sont coercitives aux 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, en ce moment donc là, les mystères que vous avez et que vous devez connaître sont extérieurs à vous par rapport aux 5 religions que je vous ai citées. Maintenant, il y a également aussi à l'intérieur de chaque individu ce qu'on appelle les forces intrinsèques personnelles. Ce sont donc des centres magnétiques et des centres moteurs qui vaquillent et qui versent en nous. Mais ces forces-là sont encore latentes, elles sont encore en léthargie. Pour qu'elles se réveillent, il y a donc un travail mystique à faire.
Et quand on les réveille, donc, on entre donc dans une espèce de vie ascétique et on entre également aussi dans une espèce de couvent qu'on appelle on va appeler ça l'hermétisme, et entrer également aussi dans une forme de vie dont on pourrait appeler un néo forte et fort physiquement et mystiquement. Donc, en ce moment, donc là, le pouvoir mystique qu'on a développé en soi, c'est ça qui fait de nous des mystiques. Alors, donc, le mysticisme est une réalité dans la construction de l'outil d'intégration, de résistance que nous avons. Parce que si vous n'avez pas cette puissance intrinsèque, et vous n'avez pas la puissance de pouvoir intégrer de votre environnement, vous ne pouvez pas résister. Le plan de résistance concerne les deux aussi à la fois. Le mysticisme extérieur, en tant que patrimoine culturel matériel, le mysticisme intérieur en tant que patrimoine culturel individuel mais immatériel. Alors, on devient des mystiques. Il est aussi important de connaître les mystères qui fait partie des mystères. Justement, les mystères, ceux dont nous avons mis en place afin de pouvoir faire un canevas, tracer une certaine organisation, un certain ordre, une voie de suivi pour les uns et les autres, c'est la mystagogie. C'est-à-dire que quels sont les cultes qui sont bons? Attention, quand on parle d'ancestralité, on parle du culte des ancêtres ou du culte des morts. C'est la même chose. Mais attention, tous les cultes des ancêtres n'étaient pas bons. Parce que tous les ancêtres n'étaient pas bons. Alors, quels sont les meilleurs cultes qui étaient bons? C'est pour ça qu'on parlera donc de mystagogie positive qui nous permettra de pouvoir choisir les bons cultes qui sont bons et mettre de côté les mystagogies qu'on pourrait dire mystagogie négative, qui n'étaient pas que des bonnes pratiques des ancêtres que nous n'avons pas connues, mais qui étaient des êtres humains aussi avec leurs vicissitudes et avec leurs vices aussi, avec aussi leurs tares. Donc, qui n'étaient pas que des bonnes personnes, qui n'étaient pas que des enfants de cœur. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. C'est pour ça que le mysticisme, celui dont on met en place, est une mystagogie conforme à la réalité de notre développement personnel et de notre société actuelle. C'est-à-dire que faire des choses dont le concept humain actuel va accepter. Les jeunes aujourd'hui qui sont rivés vers l'Occident ne comprendraient par exemple que parce que les ancêtres coupaient la tête aux animaux, donc il faut le faire. Ils ne comprendraient pas que c'est une meilleure pratique. Je parle peine des jeunes de la diaspora, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés à la diaspora. Ils ne comprendraient pas que pour pouvoir accéder à la divinité, par exemple, il faut d'abord couper la tête d'un bœuf. Ça ne se comprend pas. Donc ça, ce sont des pratiques négatives qu'il ne faut pas faire. C'est une mystagogie négative qu'il faut bannir. Il ne faut jamais, 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 jamais pratiquer les sacrifices animaux. Parce que vous sacrifiez des animaux, un jour, vous sacrifierez un être humain. Et ça se fait. C'est ça qu'on appelle donc les crimes rituels. Donc les crimes de sacrifice sont des crimes rituels, qui sont des crimes animaux, végétaux, mais aussi humains. Et c'est proscrit. La bonne mystagogie, c'est celle qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec le cosmos, avec nos ancêtres, mais dans une bonne pratique pure, purifiée et très aseptisée, qui permet que la conscience collective actuelle peut comprendre, parce qu'il ne faut jamais oublier que la vérité est fille de son temps. Alors, vous faites bien de le dire, maître. Entrer dans le cosmos est également l'une des méthodologies, donc la cosmogonie. Oui, la cosmogonie, c'est quoi? C'est l'ensemble des croyances ancestrales sur le monde cosmique, comment il a été généré. Et il faut savoir que quand vous regardez la théorie du Big Bang des scientifiques occidentaux, ça s'apparente justement à la théorie de la fondation, de la création du monde tel qu'il a été fait. Cette fondation et cette création du monde tel qu'il a été fait nous permet aujourd'hui de croire et de voir que le monde est venu comment? Par d'abord l'intromission d'un œuf. Cet œuf-là, donc, là, est arrivé à maturité et puis il a explosé. C'est ça la cosmogonie chez les négro-africains. On ne pense pas que le monde a été créé en 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Non. On pense que le monde est l'émanation d'une explosion toute scientifique qui a permis la formation et la création des systèmes, des galaxies et des systèmes solaires. Des systèmes qui sont aujourd'hui les systèmes de galaxies, des voies lactées qui permettent que nous puissions comprendre le monde dans lequel nous vivons en entrant à la conception de celle-ci. Alors, amis téléspectateurs, derrière cette courte transition, nous vous reprenons. De retour sur le plateau, le plan de résistance, faudrait bien qu'un temple soit mis sur pied. Alors, maître, parlez-nous de la construction de ce temple. Alors, justement, le temple est le lieu, comme nous l'avons souvent dit, le lieu par excellence sacré. C'est-à-dire qu'un lieu où d'abord, l'énergie tellurique se dégage. Donc, ce n'est pas par hasard que nous avons choisi le Bénin, le temple Astra, parce qu'il fallait avoir un outil qui est lié à un égrégore. L'égrégore, c'est quoi? L'égrégore, c'est un logiciel qui permet d'entrer en contact avec le monde parallèle. Et le monde parallèle qui est le nôtre, qui nous concerne, c'est le monde ancestral. C'est notre ancestralité, donc ce sont nos ancêtres. Ça nous permet d'entrer par les portes enduites, le monde que nous devons avoir en secours.
C'est-à-dire qui nous permet de pouvoir rentrer maintenant dans notre propre recherche et dans notre propre vie maintenant, qui nous permettent d'être influencés par le mode opératoire cosmique. C'est pour ça qu'on parle d'égrégore Asra. Donc pour avoir donc l'égrégore Asra, il fallait donc avoir un temple. C'est pour ça qu'on l'a construit ce temple-là et c'est pour ça qu'il est en train de construire. Alors, un centre qui est en construction doit avoir forcément ses objectifs et son but principal. Ouais. Le but et les objectifs de ce temple-là, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre aux Négro-Africains de comprendre qui ils sont. Parce que comprendre l'ancestralité est toute une mécanique. Alors, c'est parce que les uns et les autres disent que pour entrer en contact avec les ancêtres, il faut prendre les graines de riz, prendre le vin de palme, couper la tête d'un animal et pouvoir entrer en contact avec les ancêtres. Mais non. Parce que nous ne vivons plus et nous ne sommes plus dans le même mode opératoire. Nous ne sommes plus dans le même diapason vibratoire. Leur diapason vibratoire est encore beaucoup plus élevé que le nôtre parce qu'eux, ils voient ce que nous sommes, mais nous ne voyons pas ce qu'ils sont. C'est pour ça justement qu'il faut avoir des moyens et des capacités qui nous permettent d'entrer en contact avec eux. Et pour cela, il faut donc avoir un temple et avoir donc un temple, avoir un objectif bien précis, la création d'un égrégore. Quand on a créé un égrégore, on peut donc avoir le bon logiciel qui permet qu'on puisse entrer en contact avec les ancêtres et de coopérer avec eux afin de pouvoir atteindre maintenant le développement spirituel, le développement matériel et tous les autres développements qui permettent que notre peuple puisse mieux vivre. Alors, les diverses portées, quelles sont les portées du temple? La véritable ambition, c'est quoi? C'est de pouvoir garantir la survie de l'espèce. C'est-à-dire que déjà, on compte survivre. Parce qu'il faut savoir que dans le temps et l'espace, si vous n'êtes pas fort en tant que peuple, vous êtes exterminé. Les Juifs ont connu ça. Heureusement que les Juifs se sont reconstitués et aujourd'hui les Juifs sont les rois du monde. Et on ne peut pas leur en vouloir ça, tout au contraire. Ils visaient notre admiration. Or, prenons donc effet et exemple sur les Juifs. C'est-à-dire que prenons l'exemple d'un peuple qui a été détruit, comme nous, mais qui s'est reconstitué en un temps record. Et sur le plan aujourd'hui de l'humanité, tu trouves là les Juifs, sur le plan des inventions, sur le plan de la technologie, sur le plan de la science. Dans tous les plans, tous azimuts, vous trouverez les Juifs. Parce que c'est un peuple qui s'est reconstitué et a mis sa force intrinsèque en valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va donc mourir d'admiration pour ces gens-là. Donc c'est ce qu'on doit faire. Donc la véritable ambition que nous avons, c'est de pouvoir nous reconstituer pour créer des conditions de suivi de notre race. Et enfin, maintenant, de pouvoir maintenant mettre en place des instruments qui vont nous permettre d'atteindre notre développement personnel sans compter sur les autres. Avec de tels objectifs, il faudrait bien dire que ce temple doit être durable. Donc, il faut parler de sa construction en elle-même, l'équipe technique. Est-ce que la construction du temple a une équipe assez soudée? Bien entendu, déjà localement. Parce qu'il faut savoir qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Comme je vous l'ai dit la plupart du temps, Madame Tosso, Emilienne, nous a donné un terrain, environ 17 000 mètres carrés. Alors là, maintenant, l'équipe sur place, donc, Asra Benin sur place, dirigée par M. Aziankou, et avec les autres, dont les Koba Vincent, les juniors Akpa, les Amosu Olivier, qui lui, il est, ingénieur agronome, qui s'occupe de la terre. Il y a aussi un géomètre, il y a aussi un maître d'œuvre, il y a également aussi des maçons, et également des gardiens qui sont sur place, qui permettent donc de travailler ça. Mais ça, c'est sur le plan collectif de Asra Benin. D'ailleurs, à qui je salue le Major Templi, c'est-à-dire un peu comme le capitaine de la cellule Asra au Bénin, qui est M. Aziankou, à qui nous faisons un coucou pour le travail merveilleux qu'ils font. Nous faisons aussi un coucou à Mme Tossou, qui a donné ses terres. Faisons un coucou à M. Koba Vincent, qui est sur place, qui a tout fait, qui est venu, qui apporte de ci, de ça, qui amène toute la verve personnelle et qui également aussi stimule les autres de pouvoir le faire. Et M. aussi Amosu, qui est un ingénieur agronome, qui est sur place, qui fait l'étude du sol, afin qu'on ne fasse aucune erreur sur la conception même du matériau qui doit être construit. Donc voilà donc toute une équipe qui est sur place, voilà donc les modèles de construction que nous avons fait. Mais là, c'est une équipe collective sur place qui est soudée, qui est liée à Asra Benin. Mais il faut que ça s'agrandisse. Il faut que de part en part, toutes les équipes du monde entier puissent nous aider là où il y a les négro-africains. Parce que c'est un travail séculier et séculaire. Ce n'est pas un travail qui concerne Benoît Bitton. Ce n'est pas à mon devoir, ce n'est pas à ma glorification ni à ma gloire personnelle. Non, mais c'est pour la survie de la race. Voilà un instrument de combat, voilà un plan de résistance. Parce que dans ce plan de résistance où on est en contact avec l'égrégore, c'est-à-dire que l'ensemble des forces et des puissances de nos cellules ancestrales, nous allons donc avoir un moyen de pouvoir nous constituer comme un peuple fort. C'est comme ça qu'on fait les Juifs, c'est comme ça qu'on fait les Occidentaux, et c'est comme ça que font tous les peuples qui veulent s'en sortir. L'Asie aussi fait comme ça, nous aussi faisons comme ça. Alors, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez apporter votre partition pour ce grand projet, vous avez certainement
ou encore obligatoirement les liens pour nous rejoindre sur Facebook ou encore sur Telegram, juste dans la description de cette émission. Alors, est-ce que la durée des travaux est déjà connue? Oui, la durée des travaux, si ça marche comme c'est en train de marcher, la durée des travaux, nous allons la fixer à 2 à 3 ans. Alors, mais si tous les uns et les autres mettent la main à la pâte, parce que nous seuls, on ne peut pas. C'est-à-dire moi seul, avec l'équipe Asra Benin qui est sur place, on ne peut pas. J'en profite d'ailleurs pour appeler toutes les équipes de Asra de par le monde entier, de prêter main forte. J'en appelle également aussi aux bonnes consciences, aux bonnes âmes, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient antillais, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient n'importe qui a la sympathie pour le peuple noir qui se perd et qui se meurt aujourd'hui, de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans avoir les moyens financiers. Il faut les moyens financiers. Les moyens humains, on peut les avoir. Les idées, on peut les avoir. Mais les moyens financiers sont une panacée indispensable sans laquelle on ne pourra pas. Donc, je n'appelle aux bonnes consciences de toutes les personnes pour qu'ils nous apportent. D'ailleurs même, nous avons un compte bancaire et nous avons également le module de pouvoir faire un transfert d'argent, ce qui va apparaître bien entendu par la réalisation à ce niveau au cours de cette réalisation. Justement, vous aurez les numéros si vous voulez faire un apport financier ou encore matériel, parce que bien évidemment, les moyens pour la construction de ce temple, nous avons besoin des moyens financiers, des moyens humains, voilà, des moyens logistiques et des moyens matériels à la fois. Donc, il est important que tous les Africains se réunissent pour la construction de ce temple. Quels sont les différents aspects du temple actuellement, maître? Bien entendu, il y a d'abord les différences, c'est-à-dire que comment le temple est organisé, c'est-à-dire que quels sont les compartiments qui composent le temple. C'est un peu ça. Il y a les compartiments qui s'occupent de toutes les sciences, parce qu'il faut savoir que c'est une académie des sciences. Toutes les sciences. Or, il y a 2 sciences. Nous en parlerons peut-être au bon moment venu dans l'émission. Il y a les sciences d'observation. Il y a les sciences appliquées, il y a les sciences de recherche, donc les sciences qui permettent qu'on puisse mettre des recherches dans les sciences occultes. Donc toutes ces sciences-là sont donc enseignées. Et toutes ces sciences-là relèvent de notre mystagogie, relèvent de nos mystères, relèvent de notre spiritualité, et relèvent de nos consciences et de nos connaissances. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont les sciences spirituelles négro-africaines pour la renaissance même négro-africaine. Alors maintenant, il fallait simplement trouver un moyen de pouvoir les transmettre afin que cela soit de façon très académique pure et de façon, on va dire, empirique, de savoir donc à consigner une formation de base qui est nécessairement académique, que tout le monde peut comprendre et donc tous les cerveaux peuvent accéder. Alors actuellement, il faut subdiviser le temple, c'est-à-dire on aura une partie certainement pour les travaux mystiques. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez la maîtrise des compartiments de ce temple. Oui, les compartiments seront divers. Il y a le compartiment scientifique. C'est-à-dire que pour les recherches scientifiques, recherche sur la botanique, recherche sur les plantes, recherche sur tout, recherche sur l'artisanat, bref, sur tous les plans. Parce qu'il faut savoir que la Chine s'est développée avec l'artisanat. Donc il va falloir donc faire des recherches sur tous les plans qui permettront que l'artisanat traditionnel, on puisse le mettre en valeur. Et ce temple donc là aura donc un compartiment pour ça uniquement. Il y aura également un temple, donc un compartiment, on va dire, de tradiconvention. C'est-à-dire que comment recréer la convention? Par exemple, il faut annuler les sacrifices humains, comme on l'a dit, les sacrifices animaux, il faut les annuler dans les sciences mystiques que nous avons. Pour cela, il faut donc un compartiment tradiconvention qui va réinventer un autre format. Bref, il est déjà là, ce format-là. Donc, il y a un format tradiconvention où on crée de nouvelles conventions traditionnelles pour pouvoir annuler un certain nombre de pratiques, les mettre désuètes, et également aussi pour créer d'autres formules de pratiques qui vont essayer d'apporter un autre solutionnement aux problèmes qui se posent dans le destin des êtres humains noirs. Maintenant, il y a également aussi les savoirs endogènes. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir endogène? La plupart des gens ne savent pas ce qu'on appelle un savoir. Le savoir, c'est quoi? C'est tout ce qui peut prêter matière à étudier dans un système éducatif. C'est ce qu'on appelle un savoir. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, le savoir de la terre, le savoir de la botanique, le savoir du jardinage, le savoir de la houe, le savoir de ceci, le savoir de cela. Or, nous avons tous ces savoirs autour de nous. Et le plus grand de ces entreprises-là, c'est l'artisanat. Bon, donc il y a donc tous ces savoirs-là que nous allons mettre et la formation également des élites. Il faut savoir que l'élite pensante aujourd'hui, celle qui sort de l'école, l'élite intellectuelle aujourd'hui, celle qui sort de l'école, ne se contente que de son savoir scolastique, de son savoir académique. C'est tout. Or, le savoir académique qu'il a est forgé sur le modèle des autres, est calqué sur le modèle des autres, dont des Occidentaux, parce qu'il va à l'école des savoirs des Occidentaux. Il n'en sait rien sur lui-même. Il faut donc qu'il ait ce savoir-là dans un temple. Il peut donc faire un séminaire, par exemple, de 30 jours, un séminaire de 60 jours, de 90 jours, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, en fonction de ses aspirations personnelles à lui.
Alors, il y a donc maintenant des enseignants que nous avons déjà, on va dire, recensés, qui sont sur place dans tous ces domaines, qui vont leur apporter donc un savoir-faire sur tous ces plans que nous avons énoncés, sur tous les secteurs que nous avons énoncés. Il y a également la formation et l'ouverture des mondes parallèles. C'est-à-dire que dans cela, il y a un compartiment qui va permettre aux intellectuels négro-africains qui vont verser dans l'invention et qui vont verser dans le développement des savoirs endogènes afin de pouvoir recréer un système de vie sociale qui permet que la bonne mère qui vendait les beignets à côté de la route ne puisse plus vendre parce qu'on va créer un instrument qui va permettre qu'elle ne soit plus exposée à la chaleur du feu qui va attaquer son système cardiovasculaire. On va donc voir également que le vieux père qui, du haut de ses 80 ans ou 70 ans, est en train de bêcher encore dans sa plantation et dans son champ avec la houe, avec une petite machette et une petite faux. Comment créer donc une condition de réduire sa pénibilité? Donc c'est en cela donc que nous parlons que l'ouverture du monde parallèle, parce que l'invention ne vient pas de ce monde. Nous pouvons avoir un savoir qui nous permet de pouvoir créer quelque chose qui peut être assisté, qui peut assister l'être humain. Mais pour pouvoir inventer réellement une chose qui révolutionne la vie d'une société, il faut aller dans le monde parallèle. Donc il y a donc un centre, un compartiment de monde parallèle qui permet que l'intellectuel, l'ingénieur par exemple, l'ingénieur de conception, l'ingénieur de robotique, peut donc avoir une formation spécifique qui lui permet d'entrer dans le monde parallèle. Donc ce compartiment-là est là. Et le dernier compartiment, c'est le compartiment de la dynamisation de tout ce que nous savons faire. Vous savez faire quoi dans votre vie? L'autre sait quoi faire quoi dans l'autre vie. Maintenant, nous allons mutualiser ces savoirs et de créer. Par exemple, il y a 5 jeunes Camerounais et Camerounaises qui ont trouvé une assistance respiratoire à personnes en danger, une assistance d'urgence respiratoire, mais qui reste encore du domaine du savoir, parce que ce sont des ingénieurs. Mais maintenant, s'ils avaient une forme d'initiation mystico-spirituelle qui les permet d'entrer dans d'autres mondes parallèles, mais ils inventeraient encore plus que ça, ils feraient encore des merveilles plus que ça. C'est ça qui est mis en place sur la cellule Asra. Alors, vous comprenez que c'est un grand projet, c'est un projet d'une grande envergure. Donc, il est important pour chaque Africain de mettre la main à la pâte, d'où les ressources sont importantes. Donc, vous pouvez apporter vos différentes partitions pour aider à la construction de ce temple juste derrière. Maintenant que le temple il est installé, il faudrait bien que les apprenants reçoivent différents enseignements. Juste derrière cette petite transition, nous vous revenons pour l'enseignement du templier. Alors, amis téléspectateurs, merci de rester encore fidèles à cette émission. Nous parlons actuellement de l'enseignement proprement dit. Et dès que le templier ou encore l'Africain il est coopté pour l'enseignement Asra, comment ça se passe exactement, maître? D'abord, il y a une phase de préparation ou une phase de transformation. Parce qu'il faut savoir qu'un enseignement, quel qu'il soit éducatif à l'école, qu'il soit religieux, qu'il soit mystique, qu'il soit spirituel, il a 2 cas. Soit l'enseignement vous déforme, soit l'enseignement vous forme, soit l'enseignement vous transforme. Or, vous savez que l'enseignement qui vient d'ailleurs, parce que vous ne le maîtrisez pas, il vous déforme à coup sûr. Parce que les autres n'ont pas intérêt que vous soyez formé pour pouvoir les dépasser. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que le retour à nos savoirs endogènes est important, afin de pouvoir maîtriser nous-mêmes notre formation pour qui va nous conduire à la transformation. Donc, cet enseignement va en même temps vous former, mais en même temps, l'enseignement va vous transformer. Supposons qu'un polytechnicien, par exemple des travaux publics, ou un polytechnicien de la robotique, est maintenant coopté sur ASA. On lui fait un enseignement mystique et initiatique qui va le transformer. C'est ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que vous voyez que les plus grands inventeurs sont des francs-maçons. C'est-à-dire que chez les Occidentaux, l'enseigne de la transformation des êtres humains, ça passe par les grandes structures spirituelles comme la Rose-Croix, comme la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie est cette instance qui crée le génie. C'est pour ça que l'Europe, l'Occident tout entier a été conçu par les francs-maçons. Or, les Africains qui rentrent dans la franc-maçonnerie ne peuvent pas avoir le même génie. On ne va pas le leur donner parce que sinon ils vont voler le génie et rentrer avec chez lui et ils vont le développer aussi pour devenir comme eux. Non, on n'a pas besoin de coopter ça chez eux. On n'a même pas besoin de le corriger chez eux. On n'a même pas besoin de prendre ça, ni même de faire partie de la franc-maçonnerie. On a simplement besoin de créer la même instance, la même institution qui permet qu'on puisse atteindre notre génie. Le génie civil, le génie électrique, le génie électronique, le génie ceci ou le génie cela. Si on a donc tous ces savoirs-là, on va donc rivaliser avec les autres, on va donc être compétitif face aux autres, comme la Chine a rivalisé avec l'Occident, qui est compétitif face à l'Occident et qui dépasse et surpasse même déjà l'Occident. Vous voyez un peu? Donc nous aussi, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai prévu ça. Avec l'équipe qui travaille dessus, on a prévu ça. C'est-à-dire que c'est une enseigne qui crée les génies. Donc une fois que vous êtes donc dedans, on vous donne un enseignement qui vous transforme. La transformation de cet enseignement est quoi? Est que vous annuliez d'abord les concepts originels.
C'est-à-dire que le concept selon lequel le blanc seul est capable, c'est-à-dire que le blanc est au-dessus du noir. Et vous arrêtez aussi à vous décaper la peau parce que vous voulez ressembler au blanc. Cela vous permet également d'entrer dans votre propre négritude parce que vous êtes noir, d'aimer qui vous êtes et de qui vous êtes. Voilà l'entraînement qu'on vous donne. Maintenant, vous ne travaillez plus pour vous, pour votre famille, vous travaillez pour une multitude qu'on appelle les Noirs. Vous travaillez donc pour votre peuple. Donc cette transformation vous permet d'être dressé pour le développement d'une multitude, non plus pour votre vie, pour votre survie quotidienne, non pas pour votre salaire. Parce que la plupart des négros africains, quand ils sortent des grandes écoles, au lieu de plonger maintenant vers la recherche du développement, vont simplement aller vers la recherche de la nourriture du ventre, c'est-à-dire que de travailler pour gagner son pain quotidien. Mais non, dans les grands peuples qui se sont transformés, les grands ingénieurs, les grandes personnes qui ont eu cette initiation du génie, ne l'utiliseront jamais pour leur poche, pour leur porte-monnaie. Ils utiliseront ça pour la survie et le bien-être de la multitude, donc de la race tout entière. Les négros africains doivent apprendre à travailler pour leur race, non plus pour eux-mêmes. C'est comme ça que les Occidentaux font. Je dois prendre exemple sur les Occidentaux parce que c'est le plus patent et le plus admiratif. Que vous le vouliez ou non, qu'ils vous détruisent ou non, le monde fonctionne comme ça. Vous voyez ce que les autres font. Si c'est bon ce qu'ils font, si c'est un modèle qui réussit, mais copiez le bon modèle et faites-le aussi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les Occidentaux ne travailleront jamais pour eux. Ils travailleront toujours pour la postérité. Vous verrez ce que les gens vivent aujourd'hui en Occident, c'est ce que les autres, ceux qui étaient là avant, ont prévu 100 ans plus tôt. Le métro que nous vivons aujourd'hui, la technologie, toutes ces choses ont été découvertes 100 ans plus tôt. Ils ont travaillé. Aujourd'hui, on est en train de voir en Occident comment les routes peuvent être suspendues, aériennes, et les habitations soient en bas. Parce qu'on pressent que dans quelques années, 200 ans, 150 ans, 100 ans, la population va doubler, tripler dans le monde occidental. Il va donc falloir pouvoir donc créer des espaces de vie. C'est pour ça qu'il faut voir donc maintenant les circulations, les infrastructures routières qui soient maintenant aériennes. Vous voyez? Et ça, c'est un projet séculaire, donc de 100 ans. Donc dans 100 ans, ceux qui seront là ne vivront. Ceux qui sont là actuellement ne seront plus là. Mais ceux qui seront là vont en bénéficier. Donc on va dire que la structure de développement est intergénérationnelle. Il va falloir que les négro-africains prennent également ce bon rythme-là. Que les structures de développement ne soient pas simplement pour les gens qui vivent actuellement. Parce que c'est ça qui fait que les négro-africains, quand ils sont au pouvoir, ils ne pensent qu'à eux qui vivent à cet instant-là. Ils ne pensent qu'à leur enrichissement personnel. Ils ne pensent qu'aux amis qui sont autour d'eux. Et ils ne pensent qu'à une répartition très inégale des richesses. Mais non, essayons de voir autre chose. Ayons maintenant une vision plus globaliste, plus universaliste et plus, on va dire, éternaliste. Donc, pour l'éternité, comment nous devons travailler pour que nous puissions garantir une bonne survie pour notre espèce dans 100 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Voilà donc, c'est comme ça donc que le gars qui rentre donc là maintenant commence donc à avoir cette transformation. Ensuite, il va avoir donc les cours soit en anglais, soit en français, selon qu'il soit français ou soit francophone ou anglophone. Maintenant, il y a une grande structure d'intégration linguistique aussi. C'est-à-dire que comment apprendre maintenant à créer une langue. Parce que vous ne pouvez pas vous targuer de pouvoir résister à l'impérialiste, à l'occupation et à l'occupant, et vous parler de sa langue. C'est impossible, c'est même anachronique, c'est même en déphasage avec la raison. Il faut parler une langue qui est la vôtre. Le français parlera toujours le français. L'anglais parlera toujours l'anglais. L'américain parlera toujours son anglais qui est américain. Mais où sort-il que l'Africain, le négro-africain ne parle que le français et l'anglais? Pour un premier temps, pour cet échange, parce que nous en sommes victimes, c'est un héritage colonial, l'enseignement sera en français et en anglais. Mais au fur et à mesure, nous sommes en train de mettre sur pied une forme d'études linguistiques qui permettent qu'on puisse adopter une langue qui soit universellement africaine, qui permette que toutes les races devront la parler, un peu comme les Occidentaux. Pour avoir une langue d'échange commercial, ils ont choisi l'anglais. L'anglais leur permet de pouvoir échanger. Comme il y a par exemple 50 ans, ils ont créé l'espéranto. L'espéranto était une langue censée regrouper tous les peuples de la Terre. Nous avons donc créé une langue, soit en choisir une parmi les peuples qui sont les plus parlés. Et là, nous sommes en train de voir si le lingala ne peut pas être la langue choisie, ou tous les négro-africains qui seront donc concernés par la charge de pouvoir travailler africainement, panafricainement, se développer panafricainement, pour avoir une institution panafricaine à l'échelle mentale, ne pourront pas parler le lingala, qui est une langue simple, belle et qui est accessible par toutes. En une semaine, en 2 semaines, moi j'ai fait le Congo, je pouvais bien parler le lingala. Je peux bien parler le lingala en 2 semaines, en 3 semaines, parce que la langue est très très simple. La sémiotique est simple, la sémantique est simple.
Et la syntaxe aussi est simple. Donc c'est une langue qui est très belle, qui est accessible à toutes et à tous. Cette langue-là peut être adoptée, si la majorité l'accepte, nous pourrons donc utiliser le lingala comme une langue commune qui est panafricaine. Alors, les cours, comment ça se présente, maître? Est-ce seulement numérique ou alors il faut assister physiquement pour avoir des cours? Oui, physiquement, c'est quand il y a des séminaires. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, nos frères négro-africains qui sont francs-maçons, qui sont rosicruciens, ça j'aime le parler parce que c'est un exemple patent que tout le monde connaît. Leur maître des loges prétend les initier à distance. L'initiation n'a jamais été à distance, l'initiation est de maître à disciple. C'est pour ça que le bon Bobino Biton se déplace de part en part pour donner un enseignement direct. Donc l'enseignement est direct d'abord. Maintenant, lorsque celui-ci doit être redistillé de façon indirecte, c'est-à-dire que redonné d'une manière académique indirectement, il est donc maintenant numérique, donc numérisé. Il faut avoir forcément une boîte mail. Pour pouvoir accéder donc au cours d'Astra, il faut avoir une boîte mail. Si vous êtes aux États-Unis, on peut vous envoyer des cours. Mais sachez que dans les divisions d'Astra, il y a Astra Nord, il y a Astra Sud, il y a Astra Est, il y a Astra Ouest. Ça veut dire que si Astra Nord, vous êtes par exemple aux États-Unis, le jour où Astra Nord a un séminaire pour pouvoir vivre l'initiation directement, vous venez à ce jour-là participer les 3 jours qui vous permettront de pouvoir avoir l'enseignement direct. Maintenant, au sortir donc de cet enseignement direct, vous pouvez donc avoir maintenant de façon très sereine un enseignement indirect, mais via le courrier électronique. Alors parlons actuellement des différentes sciences pour parler d'abord de l'étude préliminaire, les sciences spirituelles. Oui, les sciences spirituelles, normalement, c'est d'abord les sciences d'observation. Ce sont les sciences négro-africaines. Or, la plus grande des sciences, c'est la science d'observation. Vous observez un oiseau et vous créez un avion. Vous observez par exemple une libellule et vous créez un hélicoptère. Vous observez par exemple un serpent et vous créez le métro. Vous observez par exemple, on va dire quoi encore? On va dire un être humain, comment il fonctionne et vous créez une voiture. C'est à partir de ces sciences d'observation. Maintenant, dans les sciences d'observation, il y aura beaucoup de secteurs. Il y a le secteur artisanal. C'est lui d'abord qui est le plus important. Je vous ai dit, en France, que je connais le mieux, la France, la première entreprise française est l'artisanat. En Chine, la première grande entreprise est artisanale. Partout. Donc il y a donc le développement de l'artisanat qui permet justement que dans cette science-là, on puisse mettre l'accent dessus. Parce qu'à partir de l'artisanat, on va transformer notre environnement et on va rehausser le standing de vie de chacun. Non plus que nous ayons encore importé les meubles ou alors garnir nos maisons avec les meubles qui viennent d'ailleurs ou avec les parpaings, le ciment qui viennent d'ailleurs. Non, nous devons tous avoir sur place. Donc créer donc dans la conscience et la politique de la conscience que seul l'artisanat permet à l'individu de pouvoir, avec son savoir endogène, donc avec son milieu naturel où il se trouve, pouvoir se développer et élever son standing de vie. Alors, je parlais des différentes étapes également. Donc, nous avons la première étape qui est celle des sciences spirituelles négro-africaines. Ensuite, nous aurons une deuxième étape qui sera l'orientation. Donc, telle est la chronologie de l'apprenant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'orientation vers des structures un peu plus élevées, c'est-à-dire que qui sont des structures spirituelles, c'est-à-dire que l'initiation. Celui qui, par exemple, dans la science d'observation, a un secteur 1 est dans le secteur 1 qui est l'artisanat, le secteur 2 qui est la conception, le secteur 3 qui est l'invention et le secteur 4 qui est la maintenance. Tous ces secteurs-là devront donc être sanctionnés par une initiation formelle. Parce que si vous n'avez pas une bonne initiation formelle, vous ne pouvez pas avoir et sursoir à impliquer votre mentalité dans le monde subliminal, c'est-à-dire que dans le monde parallèle, pour pouvoir apporter du haut de votre savoir et de votre sagesse et de votre intelligence, le savoir qui vous permet de pouvoir vous développer. En fait, seule la spiritualité permet à un individu de se développer. Parce que si vous n'avez pas cette ogre de la spiritualité, vous ne pouvez pas savoir le monde dans lequel vous vivez, vous ne pouvez pas y sursoir, vous ne pouvez même pas faire accès et avoir accès qui vous permettra de pouvoir vous inspirer à pouvoir maintenant le faire. Donc l'orientation va se passer comme ça. Maintenant, après les sciences d'observation que nous avons dit par secteur, nous avons des sciences appliquées. Ce sont des sciences qui vont vous permettre de pouvoir avoir dans des domaines bien conquis, c'est-à-dire que les domaines qui sont déjà explorés, mais apporter aussi du vôtre. Par exemple, dans l'aviation, qu'est-ce qu'on peut apporter? Dans l'aéronautique, qu'est-ce qu'on peut apporter? Dans, par exemple, le naval, qu'est-ce qu'on peut apporter? Ça, ce sont des domaines qui sont conquis. Maintenant, les domaines qui ne sont pas encore conquis, c'est-à-dire que le domaine où on ne maîtrise pas encore l'invention, qu'est-ce que nous, on peut faire? Quelles sont les choses qu'on peut inventer? Et pour cela, il faut donc avoir ce savoir-là. Ce sont donc des sciences appliquées qui sont déjà en marge de la construction du temple, qui sont déjà prévues. Dès que le temple là est prêt, une fois, tout est là-dedans. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les sciences occultes. Ce sont des sciences de recherche.
Parce que c'est dans le monde occulte qu'on va prévoir maintenant les recherches. Ce sont donc les sciences qui permettent qu'on puisse influencer le destin de la collectivité, influencer le cosmos par les sciences occultes. Ce sont des sciences de recherche. Alors donc, les centres de recherche qui seront donc dans Asra, qui est déjà prévu dans cet Asra-là, permettent donc maintenant que ceux qui vont être dans les sciences occultes puissent maintenant travailler pour la recherche. C'est comme ça que ça se passe chez les autres. C'est comme ça que ça doit également se passer chez nous. Alors toutes ces sciences donc là sont des sciences académiques qui permettent qu'on puisse donc avec leur implantation sur notre environnement immédiat, on va donc arriver au développement et pourquoi pas à la résurgence de notre spiritualité négro-africaine. Alors, le plan de résistance, tel est le thème de cette émission, le plan de résistance proprement dit. Et nous avons le temple Asra qui est construit, qui est en train d'être construit pour vous, chers amis africains ou encore chers amis internautes de partout le monde. Mais pour participer ou encore apporter sa petite expertise pour la construction de ce temple ou alors pour le plan de résistance proprement dit, vous n'avez qu'à suivre le lien dans la description de cette émission, le lien pour rejoindre la grande famille Asra, le lien Telegram et également le lien Facebook. Vous serez en communication avec tous les fils d'Asra de par le monde entier. Alors maintenant, maître, pour sortir définitivement de cette émission, il est important d'abord de donner le schéma de cooptation. Oui, le schéma de cooptation, c'est-à-dire que comment on accepte quelqu'un dans la formation. Parce qu'il y a également tous ceux qui peuvent être sympathisants, parce qu'il y a d'un côté les sympathisants, de l'autre côté, il y a déjà les templiers qui sont en place. Oui. Il y a d'autres qui veulent donc accéder. Mais on n'accède pas parce que c'est un melting pot, n'importe comment, non. Pour accéder, il y a un certain nombre, il y a un schéma en fait. Vous pouvez participer au séminaire et on voit en vous quelques probités qui peuvent vous permettre de pouvoir accéder à la connaissance. On vous la donne. Il y a également les clips, les flyers qu'on va faire pour pouvoir dire et donner le bon sens et le bien fondé de l'existence d'un tel outil. Ceux qui peuvent donc sursoir à ça, peuvent donc participer en écrivant sur les contacts qui sont là, ou alors sur le forum, vous avez bien fait de donner maintenant le lien, le forum Asra, il est là, à travers ce forum qui est animé tout le temps au niveau de Asra Benin, parce que c'est là-bas le siège de ce forum, et justement il est administré de ce côté-là. Vous pourrez donc également aussi prévoir et prétendre pouvoir accéder. C'est pour ça qu'il est important d'avoir cette séquence-là, des personnes qui vont d'abord aspirer, et ensuite qui deviendront des sympathisants et pour la fin devenir des initiés. On va étudier le profil, c'est-à-dire qu'on vous connaît mieux avec votre nom, avec votre prénom, avec le son de votre voix et avec la manière dont vous vous comportez. On peut savoir si vous êtes fait pour le développement spirituel, mais à un but. Pas à un but individuel et individualiste, mais à un but collectif. Que vous arriviez à avoir la connaissance qui permettra à la multitude de la race noire de pouvoir s'en sortir et de se résister. Parce que c'est la résistance et c'est de ça qu'il est question. Il faut résister. Donc ce plan donc là permet que ceux qui vont avoir les outils, parce que tout ça ce sont les outils qu'on met à la disposition des négro-africains, pour qu'ils n'aillent plus chercher les outils qu'on ne leur donnera jamais à la franc-maçonnerie ou à la Rose-Croix, qu'ils n'aillent plus là-bas, mais qu'ils viennent sur Asra, rentrer, avoir des outils plus que les outils qu'on leur a miroités, leur faire avoir dans les ordres occidentaux, parce qu'on ne leur donnera jamais. Un franc-maçon africain ne sera jamais comme un franc-maçon blanc, français ou allemand ou, je ne sais pas moi, américain. Il ne le sera jamais à ce niveau. On l'utilisera toujours comme un appât, comme une voiture balai pour pouvoir, plutôt au contraire, voler les siens pour le bonheur et le bien de ceux qui ont cette secte-là, ou bien qui ont on va dire ce génie-là. En fait, c'est ça. Donc, pour que le négro-africain s'en sorte, il faut qu'il compte sur son propre génie à lui-même. Or, Asra, en tant qu'académie des sciences spirituelles, crée des génies, en fait. C'est pour ça que la devise, c'est « in fine ». Du disciple naîtra le génie. C'est ça l'autre devise. « In fine », du disciple naîtra le génie. Vous voyez que si vous devenez donc disciple comme ça, avec cette ordre de cooptation, parce que vous avez fait un effort valable pour pouvoir montrer que vous êtes panafricaniste et que vous êtes donc un constructeur de notre temple, qui est notre corps de sciences spirituelles qui nous permet de pouvoir atteindre le développement, bien entendu, vous avez la connaissance et vous rentrez donc maintenant dans une espèce de loge qui vous permet de pouvoir travailler pour le bien et le bonheur de toute la race noire. C'est comme ça qu'on fait les Juifs. Les Juifs n'ont pas travaillé pour les autres. Les Occidentaux n'ont pas travaillé pour les autres, comme les Africains travaillent pour les autres. Les Africains, quand un Africain, comme disait Poutine, et là maintenant, j'aime bien Poutine, parce que quand les panafricanistes parlent de Poutine comme un sauveur, Poutine leur renvoie la balle différemment et leur dit qui ils sont eux-mêmes les panafricanistes. Il dit que quand un Africain est au pouvoir, quand il a l'argent, quand il a un peu de moyens,
il va se soigner en Europe. Ses enfants vont fréquenter en Europe. Quand il veut aller, par exemple, construire, il va construire, par exemple, à Dubaï, il va construire, par exemple, en France. Vous savez bien l'histoire des biens mal acquis en France, là. Et justement, là, les panafricanistes ne disent rien. Quand Poutine dit, ils ne commentent pas. Et Poutine dit que quand ils sont au pouvoir, ils se délectent des biens de leur pays. Ils vont en vacances dans des pays occidentaux. Ils vont mettre du temps là-bas. Et chez eux, il n'y a rien. Et quand ils meurent, on vient les enterrer chez eux. Ça veut dire que pour eux, l'Afrique, donc leur pays, leur monde, leur peuple, leur surface et leur aire géographique n'est qu'une poubelle et un cimetière. Voilà, c'est ce que Poutine dit. Et je suis d'accord avec lui, parce que c'est ce qui se passe. Or, c'est parce qu'on n'a pas à la base une formation spirituelle à l'échelle raciale qui nous permet de pouvoir comprendre qui nous sommes. Parce que si, par exemple, vous êtes un négro-africain, vous avez eu peut-être un avantage franc-maçon parce que vous êtes franc-maçon, parce qu'à l'intérieur de la franc-maçonnerie, ils ont ce qu'on appelle des lobbies qui vous font avoir et octroyer des marchés. Donc vous croyez peut-être que vous êtes arrivé. Et quand vous croyez que vous êtes arrivé, comme on dit chez nous, vous allez donc vous soigner comme dit Poutine. Vous allez vous comporter exactement comme dit Poutine. Et vous allez vous croire donc au-dessus de tout. Vous allez manger dans des grands restaurants occidentaux dans votre pays. Vous allez aller faire des courses dans Super U, dans Carrefour et dans les grands supermarchés qui viennent d'ailleurs parce que vous êtes grand. Et maintenant, quand vous vivez comme ça, le jour de votre mort, on vient vous enterrer dans votre village, mais ailleurs, vous avez fait des affaires. C'est un peu ça la beauté de la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous ne pouvez pas faire ces choses. Parce que vous avez compris que la science, la vraie science, elle est la spiritualité. Et que la spiritualité est à l'échelle d'un peuple. C'est à l'intérieur de votre peuple que vous devez travailler. Et c'est pour votre seul peuple que vous avez travaillé. Sarkozy, en son temps, avait compris ça. Il a parlé de l'immigration choisie. Ça veut dire qu'on ne choisit que les cerveaux des autres pays. Et les Africains sont comme ça, les négro-africains. Quand il a un cerveau, il va le mettre au service des autres. Parce que pourquoi, à tort ou à raison, c'est parce qu'à l'intérieur de son pays, on n'accepte jamais son cerveau. Parce que pour que vous vous inscriviez dans le concert de la productivité à l'intérieur de vos peuples, vous les négro-africains, c'est impossible. C'est un concours de combattants qu'un jeune ingénieur qui a terminé ses études en France ou en Occident ou n'importe où, qui vient s'installer dans son pays et ouvrir une entreprise. Les conditions d'introduction sont véhémentes, sont tellement drastiques et difficiles qu'ils ne peuvent pas, ça les décourage. Ils sont donc obligés d'aller pouvoir maintenant continuer à vendre les cerveaux ailleurs. C'est ça qu'on appelle la fuite des cerveaux. Alors, maître, on va mettre un thème à cette émission, mais avant d'y aller, pour ceux qui sont restés fidèles à cette émission jusqu'à la fin ou alors qui nous prennent à l'instant, il faut bien faire une conclusion pour eux. Oui, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a quelqu'un qui m'a écrit, M. Benoît Bitton, comme Afrique Média, ne dites pas il faut qu'on, il a raison. Ce n'est plus que il faut qu'on, non, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Non, c'est que j'ai fait. J'ai mis en place une structure. Et cette structure, elle est sérieuse. Parce qu'en fait, les cours sont audiovisuels. Ce sont les moyens que j'ai mis en place. Tout ce que j'ai gagné dans ma vie, j'ai travaillé pendant 15 ans en France. Tout ce que j'ai gagné, j'ai mis au profit de la conscientisation de l'espèce noire, négro-africaine, au détriment même de ma propre famille. Parce que j'ai ouvert une télévision, j'en suis le promoteur, et qui m'a coûté dans les 50 millions, attention, pour un pauvre, un fils de pauvre que je suis, pour un fils de prolétaire que je suis, si je mets pour ouvrir une télévision 50 millions de francs CFA, c'est beaucoup. Et c'est énorme. Alors, uniquement pour pouvoir diffuser l'information, parce que la diffusion de l'information passera forcément par la communication. Il faudra communiquer pour être entendu et pour pouvoir atteindre les masses populaires. C'est important. Donc, la structure, elle est sur place. Maintenant, je mets au prix fort de mes moyens, de mes voyages que je dois faire, le billet d'avion que je dois acheter pour aller au Bénin, avec ce que cela comporte comme risque, pour m'instituer dans le pays des autres, mais qui est un pays africain, pour pouvoir proposer, et les Béninois qui acceptent. Une dame a accepté de donner son terrain pour cela, 17 000 mètres carrés. Et les Béninois se mettent ensemble. Je pense à ce moment-là, quand j'y arrive, Monsieur Koba Vincent, Monsieur Amos Olivier, Madame Tosso Émilie, Monsieur Junior, Monsieur les autres encore dont j'oublie le nom, qui sont là matin, midi et soir à penser à ça. Je me dis, bon, Benoît Bitton, tu as la chance, mais comme la chance n'existe pas, tu as apporté un concept et les autres ont adhéré. Et quand je vois justement qu'il faut des moyens pour cela,
et que des gens ont besoin de ça, et que d'autres personnes vont penser que toujours aller ailleurs est important pour eux. Je me dis, jusqu'à quand on ne fera jamais confiance en nous-mêmes? Jusqu'à quand on croira que les autres sont au-dessus de nous? Jusqu'à quand on restera toujours des sous-êtres humains? Jusqu'à quand on ne se réveillera jamais? Jusqu'à quand on ne pense pas qu'il est temps que nous-mêmes aussi nous nous prenions en charge? Pourquoi aller à la franc-maçonnerie alors qu'on peut avoir d'autres plateformes chez nous? Voilà une plateforme que je mets à la disposition des négro-africains. Ne dites plus qu'il n'y en a pas. Ne dites pas qu'il n'y a pas une alternative. Je vous ai dit que le combat mystique et spirituel n'est pas la violence et la non-violence, mais pas la création d'autres centres d'intérêt. Voilà un centre d'intérêt que j'ai créé. Toutes ces sciences que je vous ai dites, là, Madame Ketia, vous allez faire 20 ans, 25 ans, 30 ans à la franc-maçonnerie, vous n'aurez jamais cette connaissance-là. Vous êtes africain. Jamais vous n'aurez cette connaissance. Mais je vous assure, cette connaissance que je mets à la disposition des négro-africains, je l'ai dit, ça fait 30 ans que je la travaille. Ça fait 30 ans que j'ai huilé la machine. Ça fait 30 ans que je me suis déplu, je me suis défait, moi personnellement et mon destin personnel, afin de le mettre en phase avec l'ordre des choses que je voudrais voir avant de partir de ce monde, c'est-à-dire les négro-africains être considérés comme des êtres humains. Voilà une plateforme. C'est aux gens maintenant de se former. Je ne fais pas un appel commercial. Je ne dis pas que les gens viennent à moi, je vais les former. Mais si vous venez à Asra, vous savez comment je travaille, Madame Ketia. Il y avait 50, environ 75 personnes à Paris. Il n'en reste que peut-être 6 ou 7. Parce que c'est drastique. Ce n'est pas parce qu'on dit que venez, que vous allez croire que quand vous allez arriver, on va vous donner la connaissance, messieurs. Vous la méritez. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les forts, ce n'est pas pour les faibles. Vous savez comment je travaille au Cameroun, il y avait environ une centaine de personnes au départ. Il n'en reste que 7 ou 8. C'est ça. À Paris, au Canada, à Stranon, il y avait environ 75 personnes, 70 personnes, 50 personnes au début. Il n'en reste que 5. Parce que la connaissance, elle est comme ça. On la donne à qui la mérite. Et nous avons une formule qu'on appelle la sélection naturelle. Ceux qui ne se sentent pas capables vont se désister, se déconnecter eux-mêmes. Donc c'est ça. Je mets dans une plateforme sérieuse, attention. Ce n'est pas un appel à la résistance farfelu que je fais, que tout le monde va venir. Oui, tout le monde vient, c'est possible. Mais est-ce que seulement vous le méritez? Voilà la question. Vous ne le méritez pas, vous repartirez de vous-même comme vous êtes arrivé. Mais on vous acceptera comme vous êtes. Et si vous êtes donc là pour la transformation de votre vie, afin de transformer la société, on le saura. Mais si vous êtes là simplement par curiosité ou bien pour vous transformer vous-même, afin que vous soyez vous-même le propre patron de ce que vous avez eu et pour pouvoir vivre votre propre vie tout seul, vous mentez, ne venez même pas. Ce n'est pas un supplice que je fais. Je ne supplie pas les gens de venir. Je dis aux méritants, ceux qui sont convaincus que les négro-africains peuvent s'en sortir. Dieu sait combien ils ne sont pas nombreux. Ceux qui savent, c'est pour eux que je fais ça. Ce n'est pas pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'en veulent pas. Et je vous assure que vous ne pourrez pas infiltrer le mouvement pour pouvoir faire ce que vous voulez. On le saura et on vous mettra de côté. C'est un mouvement sérieux. C'est un instrument sérieux. C'est une intégration sérieuse qui engage la vie des êtres humains, qui se donne, comme je le dis toujours, aux gens qui viennent, aux étudiants de Asra qui viennent. Vous vous consacrez pour les autres. Or, tout le monde n'a pas l'esprit de sacrifice pour autrui. Ceux qui sont donc convaincus, qui sont consentants pour le sacrifice des autres et pour les autres, sont les bienvenus. Alors, amis téléspectateurs, c'est sur ce que nous nous quittons. Mais avant, suivez juste le lien dans la description pour rejoindre, si vous le souhaitez bien, la grande famille Asra. Le lien Telegram, il est là. Le lien Facebook également, il est là. Donc, retrouvez-nous pour qu'ensemble, nous ayons en main le plan de résistance mis en place par le Benoît Bitton. D'ici à là, portez-vous bien.